Antoine, on a une sélection de Submariner assez ahurissante parce que on part des vintage donc de la 6205. Voilà, on a une belle brochette historique de Submariner. On commence par la 6205 qui est la troisième référence considérée comme Submariner. Les deux premières étant 6202 dite turnographe mais qui en réalité était la première Submariner. Et puis la 6204 tirée à très peu d'exemplaires. Et ensuite vient cette 6205 qui existe avec l'aiguille normale ou l'aiguille avec la boule à la fin dite Lollipop. Ici c'est un cadran laqué. Des secondes. Ouais, bien sûr, cadran laqué. Sans épaulement de remontoir. Sans épaulement, small crown, étanche à 100 mètres. C'était l'évolution par rapport à la 6204. Très belle montre. C'est une montre qui a été produite en 54 et en 55 seulement. D'accord. Donc référence très rare, très bel état. Bracelet riveté. Bracelet rivet d'origine, tout, vraiment montre superbe. Superbe. Ensuite, on passe. Ensuite, Rolex à nouveau fait évoluer le produit et sort la Submariner 6536 qui a été produite à beaucoup plus d'exemplaires. Étanche à 100 mètres également, cadran toujours suisse, un peu plus fine, dite thin case, small crown à nouveau, bracelet à rivet, élastique qui plus est. C'est aussi l'évolution, montre un petit peu plus légère, un petit peu moins massive. Et Rolex par la suite va prendre le contre-pied justement de cette finesse. Et là on est dans la masterpiece de la Submariner. La Submariner la plus emblématique, la Big Crown. 65-38. Appelée également James Bond. Hein. La référence vraiment super emblématique. Qui plus est ici, on est en présence d'un cadran dit Explorer 369, encore plus rare que les James Bond 65-38 Big Crown dites normales, qui sont déjà elles-mêmes très rares. Donc là, on est en présence d'une montre incroyablement rare. Qui a tous les attributs du vintage. Voilà, qui en plus est dans un état superbe, qui a son cadran laqué, qui a été révisé à l'usine à Genève en 2013, donc qui est vraiment remise à neuf, mais tout en respectant l'origine de l'objet sans le dénaturer. Avec le petit côté sportif qui est le petit triangle rouge sur la graduation en fait. Voilà, le petit triangle rouge, c'est un insert New Old Stock qui a été mis par Rolex. On voit bien le Big Crown, on voit tout à fait la différence avec le Small Crown. Montre plus viril, plus mastoc, porté dans les films de James Bond comme tout le monde le sait. Par Sean Connery, dans Dr. No. Voilà, montre ultra emblématique. Très bel exemple. On va aller des heures, mais voilà. On passe ensuite à la 5513. Évolution. Donc là, le remontoir étant finalement assez fort exposé au choc, Rolex décide de mettre des oreilles de protection pour englober ce remontoir. Et là, c'est la première version. Ça apparaît sur la 5513 et la 5512 en même temps. Donc c'est dit Pointed Crown Guard. Voilà. Ou Cornino. Ici, parce qu'on pointe. Voilà, ici nous sommes en plus face à un exemplaire Meter First, une petite spécificité. Cadran laqué, underline, petite spécificité également. Voilà, cadran suisse, très belle. On a à toujours nouveau, un bracelet. Voilà, l'évolution, celle-ci est étanche à 200 mètres. D'accord. Donc ça évolue à nouveau. Alors au chapitre montre ultra rare, évidemment tout le monde connaît les Comex et l'histoire des Comex. Il faut savoir qu'il y a eu des Comex qui ont été fabriqués aussi pour d'autres institutions que la Comex elle-même, mais avec les mêmes spécificités techniques. Ici, on est en présence d'une montre estampillée ARA. ARA pour Antoine Ruiz, bien entendu, sûr. ou éventuellement Armada Republicana Argentina. Donc c'était une montre faite pour les forces spéciales de la Navy argentine, extrêmement rare. Référence 5514 comme toutes les Comex, gravée au dos à la fois Comex et à la fois avec le matricule militaire, ce qui est excessivement rare parce que d'habitude c'est soit de Comex, soit de matricule militaire, mais pas les deux en même temps. Et donc ici on a une montre qui combine les deux. Double exclusivité. Qui au lieu d'avoir le sigle Comex a le sigle ARA sur demande de l'armée argentine. Ça te plaît celle-là Ouais, celle-là vraiment, elle pourrait être taillée pour moi. Et première particularité pour une Submariner, c'est d'avoir cette valve. Première fois qu'une Submariner a la valve qui permet à la molécule d'hélium de s'échapper à partir d'une certaine profondeur, puisque, comme les gens le savent généralement aussi, c'est avec les expéditions Comex qu'on a remarqué qu'à partir d'une certaine profondeur, due à la pression, les montres explosaient. Ouais, et les boîtes, ouais. Voilà, parce que la molécule se scindait entre deux atomes et il fallait que l'hélium puisse sortir, d'où cette valve d'échappement à l'hélium. C'est la première super Submariner avant l'acid Weller. Exactement, c'est de là qu'est partie l'idée de l'acid Weller et c'est grâce au développement
entrepris par Rolex et la Comex conjointement. D'accord. Donc à nouveau, recherche-développement, Rolex à la pointe, et ils trouvent la solution technique qui permet d'aller plus loin. Comme je sais que tu t'intéresses particulièrement à ce modèle, Ouais. l'estimation, on est à... Alors l'estimation, on est à 50-75 000 euros. D'accord. Elle a déjà été vendue une fois en 2010, la même montre exactement. Je pense que c'est une montre qui va faire 80-100 000 euros, de par son pédigré, de par sa rareté, de par son état. Et je pense que tu feras partie des enchérisseurs. Non, je pense que c'est un peu au-delà de mes moyens, malheureusement. J'aimerais bien, mais à moins qu'il y ait un accident de parcours, elle ne sera pas pour moi. À 55 000 francs. 60 000, merci beaucoup. Et là ici, à ma droite maintenant, à 60 000. 65 000 maintenant, on est sur le champ au téléphone. 68 000 now, 68 000, 70 000 maintenant. 75 000, 75 000. No, last chance at 80,000. Sold to you, thank you very much, at 80,000. Donc là, on passe sur une Comex ici, Voilà, les Comex. évolution. Donc ensuite, étant donné qu'il fallait différencier les submarineurs normales des submarineurs à valve hélium, Rolex a décidé de créer un nouveau modèle, la Sea Dweller. Une fois que toute la mise au point avait été terminée, donc une montre qui va beaucoup plus loin sous l'eau. Ici, de mémoire, c'est 2000 pieds, je pense. Voilà, 2000 pieds ou 610 mètres. Donc et c'est autre référence, verre plus résistant, boîte plus épaisse, valve améliorée, caseback amélioré. C'est les seuls Rolex d'ailleurs qui ont l'inscription Rolex sur le fond de boîte quasiment, parce qu'il y a peu de Rolex qui ont. Ouais, les Sea Dweller, c'est que les Sea Dweller. C'est que les Sea Dweller, ouais. Exactement. Avec des versions incurvées, des versions droites selon les différentes configurations. À nouveau ici, on a la gravure et le matricule Comex. Et autre référence introduite, 1665, qui distingue donc bien la Submariner de la Sea Dweller. D'accord. Donc là, une Submariner. La super Submariner. Voilà. Super Submariner avec date. Exactement. On revient donc sur la Submariner. Alors une autre expédition, une autre aventure. À nouveau, Rolex démontre son intérêt pour les grandes expéditions, pour l'aventure, pour la mise au point de nouvelles technologies et de nouveaux développements en situation réelle et pas en situation de laboratoire. Et donc là, en fait, c'est une expédition dans un volcan entre la Bolivie et le Chili, menée en 84, je pense. Le Lincoln-Cabour, si je ne m'abuse. Et donc, Rolex a sponsorisé l'Explorateur, qui est un explorateur américain qui est parti plonger dans les eaux du volcan dans un des lacs les plus hauts du monde. Et donc, à nouveau, Rolex a démontré son intérêt pour l'aventure, pour expliquer que ces montres techniques répondent à de vraies contraintes, à une vraie utilité et que ce n'est pas du pipeau de salon. Ouais. Pour se gauzer, ces montres sont vraiment prêtes à résister à des conditions extrêmes et à des expériences extrêmes. Alors là, on est aussi sur une référence de transition parce que c'est une 5513 qui change de cadran. Voilà. En fait, c'est les premières 5513, c'est l'introduction des cadrans laqués avec les index appliqués. Cerclé, voilà. Ce qui change des cadrans peints. C'est 5513. Donc c'est les dernières. C'est la C'est période de transition. Milieu des années 80 avant de passer aux références vers Saphir. Donc vers Saphir. Et donc vers Saphir, on termine justement par on va dire l'aboutissement. 16610. Les dernières Comex, 16610, vers Saphir, index cerclé également. Submariner, pas Sea Dweller, parce qu'entre-temps les Submariners avaient elles-mêmes évolué et allaient assez profondément sous l'eau. Là, on parle de mémoire de 300 mètres, voilà, ce qui était suffisant finalement. Oui. Et voilà, c'est la dernière évolution de la Comex. Il n'y en a plus depuis. Certains le déplorent d'ailleurs. Et là, on a une montre qui est comme neuve, une montre qu'on pourrait porter tous les jours. Qui est plus résistante du coup. Qui est hyper résistante et qui représente bien toute l'évolution et l'affiliation de la Submariner. C'est assez incroyable d'avoir un panorama de Submariner réunis sur un plateau. C'est génial et surtout de voir des exemplaires qui ont parfois 60 ans et qui sont dans un état quasiment irréprochable, quasiment comme neuf. On prend une montre ici vers Saphir, on prend la James Bond à côté, elles sont toutes les deux aussi belles. Et ça démontre bien à nouveau les standards de qualité de Rolex, les standards de qualité de matériaux, le fait qu'ils utilisent un acier de type chirurgical et que les assemblages, tout est fait avec un soin du détail exceptionnel, qui permet à ces objets de beaucoup mieux subir l'épreuve du temps. Et alors si tu devais faire un choix sur une question, jamais des questions évidentes. Moi évidemment je suis très excité par la Hara parce qu'elle porte mes initiales, mais
si on ne devait pas parler de moi, je pense que quand même la plus emblématique de cette sélection reste la James Bond 369, qui est Big Round. Ouais, la Big Round Cadran Explorer, qui est vraiment super iconique. Ouais, c'est vrai que c'est la Submariner de référence. Ouais, c'est vraiment la Submariner ultime. Ok. Merci Antoine. Avec plaisir.